Salut tout le monde, merci pour votre patience. On est en informatique, mais on ne sait pas faire fonctionner des ordinateurs. Donc moi, je m'appelle Erin, puis je suis ici avec mon collègue Thierry, puis on va vous présenter notre projet de fin de bac qui s'appelle SICAPIA. SICAPIA, ce que ça veut dire, c'est la segmentation d'images cardiaques avec peu d'images annotées. C'est un gros titre, c'est pour ça qu'on utilise l'acronyme SICAPIA. Mais dans notre nom de projet, il y a pas mal de vocabulaire qu'on n'utilise pas tous les jours. Donc, on va séparer notre présentation en 3 catégories. Donc, on va commencer par vous parler d'imagerie cardiaque. Ensuite, on va vous parler de la segmentation d'images. Puis finalement, on va expliquer comment on utilise peu d'images annotées dans le cadre de notre projet. Donc, je vais commencer par expliquer les imageries cardiaques qu'on utilise. Donc, dans le cadre du projet SICAPIA, nous, on utilise des images IRM, donc des images à résonance magnétique. C'est la grosse machine qui est indiquée à gauche. C'est une grosse machine bruyante qui utilise des ondes magnétiques pour faire un scan du corps. Et ça prend des photos essentiellement en tranches du corps, comme on peut voir dans l'image à droite. Puis on peut voir que ça descend. Ça prend une image à chaque couche. Les médecins peuvent utiliser ces images-là pour diagnostiquer différentes conditions, comme détecter un infarctus, voir de l'inflammation de différentes parties du cœur. Ou si je sais utiliser une souris, OK. Ou identifier différentes malformations, soit des malformations congénitales ou des lésions aux vaisseaux sanguins ou de la malformation des valves, etc. La raison pourquoi c'est important d'avoir de la bonne imagerie cardiaque, c'est que mondialement, si on considère les causes de décès qui ne sont pas causées par des pathologies transmissibles, comme, disons, la COVID-19, ça ne rentrerait pas là-dedans. 45% des décès mondialement sont causés par des maladies cardiaques. Ça revient à peu près à 8,9 millions de décès au monde à cause des maladies du cœur. Puis on peut voir que d'année en année, il y a une augmentation d'insuffisance cardiaque dans la population. Je pense que ça fait le tour un peu de l'imagerie médicale qu'on utilise, puis pourquoi c'est utile. Donc, je vais vous parler de segmentation. La segmentation, c'est une façon d'analyser ces images-là. Ça consiste essentiellement à identifier chacune des pixels dans une image pour faire ressortir les éléments importants. Par exemple, dans le cadre du projet SICAPIA, on cherche à identifier le ventricule droit, le ventricule gauche, puis la myocarde dans l'image. Donc, on peut voir à l'animation l'IRM, puis à côté, on peut voir une segmentation de l'image. Donc, chaque classe est identifiée. Mais faire de la segmentation, ça peut quand même prendre beaucoup de temps. C'est très long, puis c'est répétitif. Tout le temps, faire des tracés du cœur. Donc, les médecins trouvent ça plate, c'est pas pour colorier des images qu'ils ont étudiées en médecine. Donc, nous, on veut venir les aider. On veut remplacer la tâche d'annotation avec l'intelligence artificielle. Puis on ne remplace pas le médecin au complet, mais on remplace la partie plate que le médecin doit faire de segmentation. Puis le médecin peut regarder le résultat que l'intelligence artificielle sort pour faire ses plans de traitement. Puis on peut voir dans ce graphique-là que les revenus mondiaux de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé augmente exponentiellement. Et ça revenait à 6,7 milliards de dollars en revenus d'estimés en 2021. Je vais passer la parole à Thierry pour qu'il puisse expliquer comment on utilise l'intelligence artificielle dans notre système. Donc, je vais vous présenter un peu comment nous, on utilise, comme Erin l'a dit, l'intelligence artificielle. Nous, ce qu'on fait,
c'est qu'on utilise les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, c'est une sous-classe de l'intelligence artificielle. Puis en fait, tout simplement, un réseau de neurones, c'est une fonction mathématique qui permet de prendre une entrée et d'en produire une sortie. Par exemple, si on voudrait classifier s'il y a un chat ou un chien dans une image, on peut le faire avec un réseau de neurones. Vous avez sûrement déjà entendu parler des autos qui deviendront dans le futur autonomes. Bien, ça utilise la technologie des réseaux de neurones pour prédire, par exemple, en fonction de l'image de la route, s'il faut tourner à droite ou à gauche. Et dans le cas de notre projet, bien, on va créer une carte de segmentation avec l'entrée qui est l'image d'IRM. Donc, les réseaux de neurones, ça doit être entraîné. Pour vous expliquer un peu ça, on va faire une petite analogie avec comment on pourrait apprendre à un enfant à reconnaître les animaux en général. Donc, si on avait un enfant, on pourrait lui présenter des images d'animaux. Il pourrait nous dire c'est quoi qu'il pense qu'il est dans l'image et on pourrait corriger les erreurs qu'il a faites. C'est un peu le même principe avec un réseau de neurones. Dans le cas de notre projet, on va premièrement créer une base de données. Donc, on va devoir demander à un médecin de créer une paire de segmentation accompagnée de l'image d'IRM correspondante. On va ensuite faire un processus d'entraînement. Donc, on peut voir dans l'animation qu'au début de l'entraînement, le réseau de neurones produit un peu n'importe quoi. Environ à la moitié, il commence à produire des segmentations qui commencent à avoir de l'allure. Et rendu quand il est complètement entraîné, on peut arriver à des performances qui sont en moyenne aussi bonnes que celles d'un médecin. On ne rentrera pas plus dans les détails du processus d'entraînement, tout simplement dire que ça prend un certain temps et une grande quantité de données à noter. Une fois le processus terminé, bien là, on peut vraiment utiliser le réseau pour aider le médecin dans ses tâches du quotidien. Le projet Scapia vise vraiment à cibler la partie de la création de la base de données. Comme Aaron l'a mentionné, c'est une tâche quand même longue, puis pour entraîner un réseau de neurones, on n'aura pas le choix de demander à un médecin de créer des annotations qui sont fiables. Donc, par exemple, dans le cadre de notre projet, on a utilisé une base de données qui est complètement annotée d'environ 3000 images. Si on dit que ça en prend environ 5 minutes par image pour qu'un médecin crée la segmentation, on parle de plus de 250 heures et vous connaissez sûrement un peu l'ordre de grandeur du salaire des médecins et combien ça pourrait coûter. Ça tourne dans les milliers de dollars pour une base de données qui est relativement petite, considérant que ce qui pourrait être utilisé dans la vraie vie. Donc, j'arrive donc à la partie vraiment, le cœur de notre projet, qui est vraiment la partie de réduction des images nécessaires pour entraîner un réseau de neurones. Donc, premièrement, un concept assez clé, c'est que plus qu'on a d'images, plus qu'on a des meilleurs résultats. Ça pourrait être dans l'exemple de notre enfant, là, plus qu'on lui montre d'images, plus que les résultats vont être, plus qu'il va avoir de connaissances. Mais est-ce que nous, on va essayer de se poser la question, est-ce que toutes les images sont équivalentes dans le but d'apprendre à un réseau de neurones? On peut voir deux courbes d'apprentissage, par exemple, qu'on pourrait modéliser. Premièrement, si on présente des images qui sont intéressantes et qui représentent beaucoup d'informations, on va avoir une courbe d'apprentissage beaucoup plus à pic que si on présente des images qui sont moins pertinentes. Donc, encore, on revient à notre exemple avec un enfant, par exemple. Pour représenter un peu ce que je veux dire par les images les plus pertinentes, si on propose deux enfants qui vont se faire présenter des images différentes, on peut voir qu'un enfant A se présenter des images qui se ressemblent beaucoup et l'enfant B se pourrait proposer des images qui se ressemblent et qui ont beaucoup plus de diversité. Une fois que les deux enfants ont fini d'apprendre ce qu'il y a à apprendre dans les images, on peut évidemment voir que l'enfant B va avoir plus de connaissances. C'est le même principe avec les réseaux de neurones. Donc, comment on va faire pour essayer de trouver les meilleures images? Bien, on va justement utiliser le réseau de neurones pour essayer d'estimer l'incertitude. Donc, c'est un peu comme si on demandait à notre enfant à quel point tu es confiant de cette image-là, puis s'il est confiant, bien, on va dire qu'il a bien réussi. S'il n'est pas confiant, bien, on va l'aider. Le réseau de neurones, ça fonctionne un peu du même principe. On va prédire des images, puis à l'aide de calculs statistiques, on va être capable d'évaluer à quel point le réseau de neurones est confiant ou pas. S'il n'est pas confiant, on va le rajouter à une banque de données à annoter, donc on va demander à notre médecin de l'annoter avant de le réentraîner. Si on met tout ça ensemble, on se retrouve avec un processus qu'on appelle l'apprentissage actif. C'est vraiment ça que le projet Scapia a tenté de développer. On commence évidemment avec une annotation d'un médecin et ensuite on va vraiment entraîner le réseau. Si on n'avait pas d'apprentissage actif, le résultat s'arrêterait là et on aurait notre réseau de neurones entraîné. Par contre, nous, on veut vraiment aller chercher plus avec moins d'images. Donc, on va faire notre estimation d'incertitude. Avec les images qu'on a jugées incertaines pour le réseau de neurones, on va retourner à la notation et ça va créer un cycle continu jusqu'à temps qu'on arrive à une performance qui est adéquate. Donc, est-ce que ça fonctionne? Ici, on vous montre plusieurs expériences
Dans le fond, chaque courbe représente un différent procédé statistique pour évaluer quelles images sont les plus incertaines. Vous pouvez sûrement voir un peu la forme de la courbe d'apprentissage qu'on a présentée plus tôt dans la présentation. Chaque point représente un cycle complet d'apprentissage actif que vous avez vu à la diapositive précédente. Donc, si, par exemple, on accepte une perte de précision de 2 on peut voir, selon nos résultats, qu'on peut réduire le nombre d'images de jusqu'à 30 Ce que ça veut dire, 30 si on prend notre base de données, par exemple, ça veut dire une réduction de 75 heures pour dans le temps d'annotation de médecin. Et encore une fois, 75 heures, ça peut créer une grande réduction de coûts en termes de création de bases de données et pour l'entraînement du réseau de neurones. Donc, ça fait pas mal le tour de notre présentation. Évidemment, il y aurait peut-être d'autres composantes qu'on n'a pas eu le temps de présenter, mais si vous avez des questions, on serait bien content d'y répondre.